Ok, alors on va pouvoir commencer. Je vais parler un peu moins fort. Euh, alors merci à tous d'être venus du coup pour cette présentation qui est organisée par le groupe Thermo Fisher Scientifique qui va un petit peu parler d'analyse de microplastiques par microscopie infrarouge et Raman. Moi je suis Arnaud Di Bitetto, je suis ingénieur d'application chez Thermo depuis à peu près 4 ans maintenant en spectroscopie moléculaire, donc tout ce qui concerne l'infrarouge, le Raman et le proche infrarouge. Et vous avez ma collègue Charlotte Torres, qui est ingénieure technico-commerciale sur le secteur nord-est, qui me rend un petit coup de main. Merci. Alors, du coup, en termes d'organisation, normalement, la session dure de 15h à 16h30. Ça sera plus court, on ne fera pas 1h30. Voilà, je pense que si on fait 1 heure, c'est déjà pas mal. Vous avez eu des petits docs qui vous ont été distribués quand vous êtes arrivés. Alors, il y a un petit bloc-notes et un stylo, donc surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous notez vos questions, parce que du coup à la fin on aura le temps d'échanger en direct, ou je passerai peut-être dans les rangs si vous voulez qu'on parle directement. Vous avez des petites brochures aussi, je pense que j'y reviendrai peut-être à un moment, mais de la même manière, si vous avez des questions, on pourra en discuter. Alors j'ai coupé la présentation en 5 parties. Est-ce que j'ai un pointeur qui sert à rien? Donc j'ai fait une première partie qui va être plutôt sur tout ce qui est base de l'infrarouge, base du Raman et base de microscopie, parce que je ne sais pas si j'ai toujours forcément des spécialistes de la technique, donc je préfère toujours reprendre un petit peu au départ. On va ensuite rentrer dans le domaine des microplastiques, donc on verra les différents types de plastiques qu'on identifie généralement, les informations qu'on va rechercher. On discutera d'une partie qui est très importante quand on va vouloir arriver jusqu'à une automatisation des manips, l'échantillonnage et en particulier le choix des filtres. Et puis dans la dernière partie, on verra plutôt tout ce qui est exemple d'analyse, mode d'acquisition, que ce soit en infrarouge et en Raman, et on verra dans quel cas on va plutôt utiliser l'un ou plutôt utiliser l'autre. Tac, alors je vais démarrer avec les bases de spectroscopie moléculaire. Alors, la spectroscopie moléculaire, c'est une expérience pendant laquelle on va avoir un échantillon et on va envoyer un faisceau lumineux sur l'échantillon. On va regarder un petit peu comment les deux vont interagir. Spectroscopie moléculaire, ça va inclure l'infrarouge et le Raman en particulier. Ce ne sont pas des techniques qui sont toutes jeunes. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, le Raman va bientôt être à son centenaire. Là, je crois que ça a été découvert dans les années 1920. Pas tout jeune, mais toujours très présent dans tous les laboratoires. Alors pourquoi? Parce que l'infrarouge, ça permet de travailler super vite. En général, je vais pouvoir analyser des échantillons avec très peu, voire aucune préparation. Autre avantage, c'est que l'analyse en elle-même va être rapide. Donc, en général, quelques secondes, quelques minutes tout au plus. Je peux travailler sur une multitude d'échantillons, que ce soit aussi bien des échantillons organiques, des inorganiques, des polymères en granulés, en film, en multicouches. En gros, tout ce que vous voyez autour de vous, on va pouvoir le mettre sur un spectro et obtenir un spectre caractéristique. Les seules choses qui ne passent pas trop bien en infrarouge et en Raman, c'est les métaux. Une fois que j'ai obtenu ma donnée, mon spectre, je vais pouvoir l'exploiter pour obtenir différents types d'informations et répondre à certaines questions. Donc, par exemple, du très basique, j'ai un échantillon inconnu, je le mets sur le spectro, je veux savoir ce que c'est. Autre exemple, j'ai un échantillon, je sais ce que c'est, mais je veux vérifier est-ce qu'il est pur ou est-ce qu'il est impur. Et s'il y a une impureté, quelle est cette impureté? Je peux aussi aller quantifier des choses. Donc j'ai un mélange avec différents constituants, je vais aller doser chaque constituant. Et je peux même aller accéder à d'autres types d'informations, typiquement j'ai un principe actif, je veux savoir est-ce que dans ma formulation, est-ce qu'il est plutôt cristallisé, est-ce qu'il est plutôt amorphe? C'est des informations que je vais pouvoir récupérer en spectro. Alors on va rentrer maintenant dans la partie plutôt infrarouge, on verra le Raman dans un deuxième temps. En général, c'est plus facile de passer de l'infrarouge au Raman. Au niveau de l'expérience en spectroscopie infrarouge, ce que l'on va réaliser, c'est envoyer un faisceau infrarouge directement sur l'échantillon. Sous l'effet de l'irradiation, vous avez vos atomes qui vont se mettre à vibrer. C'est une vraie vibration, les atomes vont bouger. Et pendant que les atomes vont bouger, la liaison chimique qui va lier ces atomes, elle va absorber de l'énergie.
Mais elle ne va pas absorber n'importe quoi. Elle va absorber uniquement une fréquence bien précise qui va dépendre de la masse des atomes. Donc, est-ce que vous avez du carbone? Est-ce que vous avez de l'oxygène? Est-ce que vous avez de l'hydrogène, etc. La force du ressort. Est-ce que j'ai une liaison plutôt simple, une liaison double, une liaison triple? Et puis, l'environnement local de la molécule. Donc, est-ce que j'ai des voisins qui vont interagir par liaison hydrogène? Est-ce que j'ai des molécules d'eau? Tout ça va jouer sur le spectre. Donc au final, pendant votre expérience, vous envoyez cette source infrarouge sur l'échantillon. L'échantillon va absorber une partie d'énergie lorsqu'il va faire vibrer les atomes. Et on va récupérer des données qu'on appelle des spectres, avec des bandes qui vont être caractéristiques d'une vibration. Donc ça, c'est la chose qu'il faut vraiment retenir ici, c'est qu'en infrarouge, ça va être le cas aussi en raman derrière, on n'est pas sensible à un élément chimique. On est sensible uniquement à une liaison. On ne voit que les liaisons chimiques. Donc là, par exemple, j'ai des bandes qui vont être liées aux liaisons carbone-hydrogène. J'ai des bandes liées aux liaisons carbone-oxygène. Je ne vais pas trouver une bande carbone, je ne vais pas trouver une bande oxygène. Alors, on ne va pas faire de calcul, mais j'avais juste mis ça. En général, la manière la plus simple de modéliser la vibration, c'est de considérer le modèle qu'on appelle l'oscillateur harmonique. Alors, c'est deux boules et un ressort. Donc ma vibration, j'allonge ou je raccourcis ma longueur de liaison. Ça va se faire à une fréquence qui est déterminée par cette loi ici, 1 sur 2π racine de k sur mu. Alors, k, c'est la force de la liaison. Donc plus vous avez une liaison qui est forte, en passant de simple à double à triple, plus le facteur k va être important. Mu, c'est la masse réduite. Donc globalement, c'est la masse du ressort. Donc plus vous mettez des atomes lourds, plus le mu va être important. Donc cette loi, alors elle n'est pas exacte, je ne vais pas vous dire que ça prédit exactement la position d'un pic au centimètre moins 1 près, mais ça permet un petit peu de voir les tendances et voir où va se situer un pic. Et donc ce qui va se passer pendant la vibration, c'est qu'on va faire une transition directe entre les niveaux de vibration. On verra tout à l'heure quand on parlera de Raman que ça ne va pas être exactement la même chose. Une règle très importante en infrarouge, on vient de dire qu'on était sensible aux liaisons chimiques, mais on ne va pas toutes les voir. On va voir uniquement les liaisons chimiques pour lesquelles on va avoir ce qu'on appelle une variation de moment dipolaire, un changement de dipôle. Alors qu'est-ce que ça signifie? On prend ici la première molécule, HCl, donc un atome d'hydrogène, un atome de chlore. Le chlore est beaucoup plus électronégatif, donc il va tirer les électrons vers lui. On a un dipôle qui est créé localement, et si je fais vibrer ma liaison, donc je rallonge ou je raccourcis la longueur de la liaison, mon dipôle va varier. Donc ça, c'est quelque chose que je vais réussir à voir en infrarouge. Par contre, je prends une molécule comme l'azote, N2, j'ai deux atomes d'azote. Donc là, pour le coup, mes deux atomes d'azote, évidemment, ils ont la même électronégativité, donc je n'ai pas de dipôle. Si je fais allonger, raccourcir ma longueur de la liaison, ça ne va absolument rien changer. Ce sont des molécules que je ne verrai pas en infrarouge. Donc tout ce qui est liaison chimique avec deux atomes de même nature, en infrarouge, on ne voit rien. N2, O2, Cl2, H2, pas détecté. De la même manière, du coup, une conséquence, c'est que tout ce qui est liaison carbone-carbone, qu'on soit dans un polymère ou dans une protéine, en infrarouge, on va très mal les voir en général. Alors la dernière slide sur l'infrarouge, c'est que vous avez votre spectro dans l'objectif d'obtenir un spectre. Maintenant, en infrarouge, on doit choisir une technique d'échantillonnage, un accessoire sur lequel on va mettre notre échantillon. Alors, il en existe 4 grandes familles. La plus ancienne, la plus encore, je vais dire, réputée, c'est la transmission. Alors, la transmission, c'est quoi? C'est vous mettez votre échantillon, vous le traversez en totalité. Pourquoi c'est encore la technique la plus reconnue? Parce que, en réalité, c'est celle qui va générer les spectres les plus justes. Les autres techniques qui sont en dessous et dont on va discuter juste après ont tendance à déformer les spectres. Autre avantage, c'est qu'on va pouvoir travailler sur toute l'épaisseur, maîtriser l'épaisseur de l'échantillon, et c'est la technique idéale pour faire du quantitatif. Donc, si je veux doser des éléments, en général, il est recommandé de travailler en transmission. Bon, l'inconvénient, pour ceux qui ont déjà fait de l'infrarouge, c'est quand on travaille en transmission avec des poudres sur un spectro, il faut les préparer. Donc, pastille KBR, c'est un peu chiant. Mais la poudre pure va avoir besoin d'être diluée parce que sinon, elle va donner des pics trop intenses.
Alors, autre solution, aujourd'hui, je pense que sur la quasi-totalité des spectros qui sont vendus, il y a toujours cet accessoire, c'est l'ATR. Alors, l'ATR, c'est une technique avec un cristal. Voilà, vous avez un cristal. Vous allez directement poser l'échantillon sur le cristal et ça va permettre de s'affranchir de toute l'étape de préparation. Donc, pas besoin de diluer dans du KBR. Je mets mon échantillon sur le cristal et je ne l'analyse qu'en surface. Alors, les deux autres, je ne vais pas trop en discuter, c'est juste pour en parler rapidement. Vous avez également des techniques de réflexion, donc diffuse ou spéculaire. Ça dépend de l'échantillon qu'on va placer en dessous. En fait, si on place un échantillon comme une poudre, on va être sur ce qu'on appelle de la réflexion diffuse. Vous avez le faisceau infrarouge qui va pénétrer un petit peu les particules et puis qui va être réémis vers le détecteur. Le spéculaire, c'est un petit peu l'analogue, mais cette fois-ci, on ne travaille pas avec des poudres, on va travailler avec des surfaces qui sont réfléchissantes elles-mêmes. Donc là, on a une réflexion parfaite en direct. Bon, les plus utilisées, celles qu'on utilise le plus sur les spectros, c'est la transmission et l'ATR. Alors maintenant, je passe au Raman, et là, on va voir un petit peu les différences par rapport à la spectro-infrarouge. Le Raman est également une technique de spectro-vibrationnel. On va aussi faire vibrer les atomes, mais on ne va pas récupérer la même information qu'en infrarouge. Alors d'un point de vue technique, ça ne fonctionne pas exactement de la même manière, puisque ici, on ne va pas utiliser une source dans l'infrarouge, on va utiliser une source laser. Donc c'est monochromatique, c'est-à-dire une longueur d'onde unique. Et généralement, c'est dans le domaine du visible. J'envoie ça sur mon échantillon. Localement, sur mon échantillon, le faisceau laser il est beaucoup plus énergétique que l'infrarouge. Donc en fait, plutôt que de faire la transition 0 vers 1 que l'on a vu tout à l'heure en infrarouge, je vais monter beaucoup plus haut. Je vais aller dans un état qui n'existe pas vraiment, on l'appelle l'état virtuel. Et immédiatement derrière, je vais réémettre un photon pour revenir sur un état stable qui existe déjà. Alors, malheureusement pour nous, dans la quasi-totalité des cas, en Raman, on va réémettre et on va retourner exactement dans l'état initial. Donc il ne se passe pas grand-chose. C'est ce qu'on appelle la diffusion élastique ou la diffusion Rayleigh. Sur le Raman, ça ne nous sert pas. Par contre, et heureusement pour nous, dans certains cas, on ne va pas redescendre sur le niveau d'origine. On va s'arrêter au niveau juste au-dessus. Et donc en finalité, on va faire la même transition qu'en infrarouge, 0 vers 1, mais de manière indirecte. On ne va pas absorber directement un photon. Ça va être une expérience de diffusion inélastique. Alors le rendement est beaucoup moins bon que l'infrarouge. On va être à peu près sur un photon sur 1 million qui va donner de l'effet Raman. Donc, le Rayleigh est très majoritaire, on va avoir besoin de s'en affranchir et de l'éliminer. Je vais tout de suite montrer ça. On a un petit ennemi en Raman quand même, c'est la fluorescence. Alors en Raman, on peut travailler avec différents types de lasers et la fluorescence, c'est une raison qui va faire qu'on va potentiellement changer de laser durant une acquisition. Alors le premier exemple qui est au-dessus, c'est fait avec un laser 532 nanomètres, donc ça c'est dans le domaine du vert. Ce qui peut se passer, en particulier quand on a des échantillons colorés, c'est qu'on va avoir un fond de fluorescence qui va totalement déformer le spectre. Et même dans certains cas, je peux totalement masquer mes bandes. Donc quand ça arrive, c'est très gênant sur un spectre. Donc une des solutions, c'est changer la longueur d'onde du laser, et en particulier aller vers des longueurs d'onde plus élevées, 785 nanomètres par exemple, où là, je vais fortement réduire ma fluorescence. Alors, on aurait tendance à se dire comme ça, bon, ben, dans ce cas, autant toujours travailler avec une longueur d'onde élevée, j'évite la fluorescence. Il y a une contrepartie, c'est que plus la longueur d'onde est élevée, plus l'efficacité Raman diminue. Donc du coup, en général, je rallonge un peu mes temps d'acquisition. C'est toujours un compromis. Si l'échantillon ne fluoresce pas, autant travailler avec un laser avec une courte longueur d'onde. Alors, j'ai mis un petit tableau récapitulatif, comparaison infrarouge Raman, qu'on complétera tout à l'heure quand je vais rajouter la partie microscopie. Mais au final, donc, infrarouge et Raman vont tous les deux conduire à des spectres de vibration, mais vont donner des informations complémentaires. Dans le cas de l'infrarouge, on est sensible donc à tout ce qui est changement de dipôle. Dans le cas du Raman, on est sensible à tout ce qui est changement de polarisabilité. En gros, ça veut dire déformation de mon nuage électronique. Alors, en exemple concret, en général, j'aime bien prendre une protéine. Si vous prenez une protéine et que vous la passez en infrarouge, vous allez très bien voir
toutes les fonctions terminales, donc les OH, les CO, les NH, vous allez mal voir le squelette carboné, les liaisons carbone-carbone. Vous faites la même acquisition, mais cette fois-ci en ramant, ça va être totalement l'inverse. Vous allez très bien voir le squelette carboné, vous allez plutôt mal voir les fonctions terminales, donc complémentaires. Bon, un autre avantage du raman, c'est qu'en général, on s'affranchit totalement de la préparation des échantillons. On les met tels quels, aucune préparation. On est aussi très peu sensible à l'eau. Alors ça, c'est une conséquence de ce qu'on a vu juste avant, parce que l'eau, c'est une molécule qui est très polaire, donc elle sort très fortement en infrarouge. Par contre, elle est peu polarisable. Donc du coup, elle sort très peu en raman. Donc quand on travaille dans des solutions diluées, en général, en infrarouge, on va avoir que l'eau. En raman, on va réussir à sortir l'eau et les constituants qui sont présents à l'intérieur. Alors j'y reviendrai après. J'ai mis un exemple là après de comparaison voilà, sur une molécule. Alors c'est une molécule dans laquelle il y a un cycle aromatique, il y a une liaison carbone-carbone double et puis il y a une fonction ester. Et j'ai mis donc le spectre infrarouge au-dessus. Alors il est pique vers le bas. Et en dessous, j'ai mis le spectre Raman. Alors on voit bien que pour la même molécule, les spectres infrarouges et Raman sont très différents. Et en particulier, en infrarouge, les bandes les plus intenses, c'est les bandes carbone-oxygène. En Raman, elles sont très faibles. Et au contraire, sur le Raman, les bandes les plus intenses, c'est les carbone-carbone. Sur l'infrarouge, très faibles. Donc je vais vraiment avoir une information qui va être complémentaire. Alors dernière étape, je rajoute la microscopie. Microscopie infrarouge, microscopie Raman. Alors qu'est-ce que ça signifie? Bon, en finalité, c'est juste un spectro, infrarouge ou Raman, auquel je rajoute une partie microscope pour aller analyser de petits objets. Je vais juste réduire la taille d'analyse. Donc typiquement, analyser des défauts, analyser des répartitions à l'échelle de quelques microns, quelques dizaines de microns. On commence toujours de la même manière, donc c'est une image, comme si on mettait une loupe au-dessus de l'échantillon pour le voir grossi. Et puis derrière, je vais choisir où est-ce que je fais mon acquisition. Donc soit ce qu'on appelle du point and shoot, donc je visualise mon échantillon, l'endroit d'intérêt, je fais le spectre à cet endroit-là. Soit je vais arriver plutôt sur de l'automatisation, en particulier des petites cartographies. Donc c'est par exemple, alors c'est très petit, mais je vais pouvoir me déplacer le long d'une couche, faire des acquisitions tous les 10 microns, tous les 20 microns. Et puis de l'imagerie, donc là de l'imagerie, c'est vraiment, je vais analyser la totalité d'une surface. Donc je vais faire un point tous les 25 microns, tous les 6 microns, etc. Et cette image, une fois qu'on l'a récupérée, on va pouvoir l'interpréter de différentes manières. Et là, typiquement, alors ce que j'avais mis, c'était un multicouche. Donc c'est un film multicouche qui est ici. On voit à peu près les différentes couches. Ici, ici. Je fais une cartographie sur cet échantillon. Donc j'ai un spectre qui est enregistré tous les... Alors je ne sais plus exactement combien c'était, ça devait être 25 microns, je suppose. Et derrière, je vais pouvoir, par exemple, me mettre sur une des couches, donc par exemple celle qui est au centre. Je récupère son spectre, qui est ici. Recherche en bibliothèque, il m'identifie un polyéthylène. Bon, c'est vrai que le spectre ressemble à celui du polyéthylène. Et je vais pouvoir, dans une dernière étape, construire des images chimiques. Ici, typiquement, c'est une image en corrélation. Donc je vais mettre le spectre de mon polyéthylène en référence et il va me sortir des distributions avec des zones en rouge qui vont être constituées de polyéthylène. Donc je vais pouvoir identifier comme ça mes différentes couches et retrouver leur taille. Alors c'est le même tableau qu'on a eu juste avant. J'ai juste rajouté deux petites parties en dessous. Là, c'est en rajoutant l'aspect microscopie. Ce que va apporter la microscopie sur la distinction entre l'infrarouge et le Raman. La vraie distinction qu'il va y avoir, ça va être sur la résolution qu'on va pouvoir atteindre. Dans le cas de l'infrarouge, on a une technique qui est très sensible. On va avoir des temps d'acquisition très courts, mais on va être limité en termes de résolution spatiale. Alors, la résolution n'est pas constante sur la gamme spectrale, on va dire aux alentours de la dizaine de microns. On peut descendre un petit peu avec des astuces, comme en utilisant un ATR, mais on est aux alentours de la dizaine de microns. Si on veut vraiment faire beaucoup mieux et descendre au micron, voire mieux, c'est le Raman. Le Raman a une limite de résolution qui est meilleure. Alors idem en Raman, on peut aussi travailler en mode confocal, c'est-à-dire je vais pouvoir sélectionner une couche dans laquelle je fais mon analyse. Donc typiquement, j'ai un échantillon qui est dans un flacon en verre. Je vais pouvoir aller analyser mon échantillon au travers du verre.
ou un comprimé dans son blister, dans l'emballage, je vais pouvoir aussi traverser l'emballage. Alors du coup, j'arrive maintenant sur la partie microplastique. Alors les microplastiques, ce sont des particules de plastique qui vont avoir une taille comprise entre le micron et quelques millimètres. Alors les plus communs, ceux qu'on va retrouver le plus souvent, c'est le polyéthylène, le PE, le polypropylène, PP, et polyéthylène terephthalate, PET. Alors c'est juste quelques-uns, vous en avez beaucoup plus en réalité, là j'ai mis une liste un peu plus complète. D'ailleurs sur un des docs, je crois que vous devez avoir le tableau qui a été récapitulé. Et ces microplastiques, donc, ils peuvent provenir de deux sources différentes. Alors, on peut parler soit de particules primaires, c'est-à-dire ils ont été créés tels quels. Par exemple, dans les soins exfoliants, il y avait des petites microbilles de polymères qui étaient à l'intérieur. Maintenant, c'est interdit, et à l'époque, ça se faisait. Ou alors, ces microplastiques, ça peut être de sources secondaires. Donc là, c'est un produit de dégradation. Vous avez un gros morceau de plastique qui se dégrade et puis qui va relarguer des petits microplastiques un petit peu partout. Alors c'est problématique parce que ces microplastiques, en fait, ils sont omniprésents, ils sont partout. Alors j'ai des chiffres ici qui, je pense, ne sont même plus à jour maintenant. Ils datent déjà de plusieurs mois, donc je pense que c'est encore pire. Donc sur les 8 millions de tonnes de plastique, 250 000 tonnes sont des microplastiques. Donc c'est vraiment très très important. Et dans l'environnement, on en a énormément, en particulier dans les océans. Et ça a des conséquences pour nous parce que quand on boit de l'eau, potentiellement, je peux retrouver des microplastiques. L'eau du robinet aussi. Quand je mange du poisson, je peux aussi potentiellement en retrouver. Alors, outre le fait que potentiellement on peut manger ou boire du microplastique, en plus, ces particules, en général, elles vont contenir des additifs. Alors, des additifs qui ne sont pas trop sympas pour l'humain. Donc, ça peut être soit du bisphénol, ça peut être des phtalates. Alors, les phtalates, c'est des plastifiants qu'on ajoute dans les polymères pour les rendre un peu plus flexibles. Des choses pas trop cool. Donc en finalité, aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus à ces microplastiques et en particulier essayer d'aller un petit peu estimer la quantité de microplastiques qui sont présents dans les échantillons et suivre des tendances, voir un petit peu comment ça va se passer. Alors quel type d'informations on va chercher à obtenir ? Typiquement, vous avez un échantillon, on va regarder combien de particules je vais avoir à l'intérieur. De quel type? Est-ce que c'est du polyéthylène? Est-ce que c'est du polypropylène, etc. Et puis, donc, les dimensions et les tailles. Quelle est la taille de chaque particule? Alors, la technique qu'on va utiliser pour faire l'analyse, en réalité, elle va fortement dépendre de la taille des particules, de l'information qu'on va chercher derrière, mais l'infrarouge et le Raman sont des techniques qui vont permettre, en fait, toutes les deux, d'obtenir ces informations relativement facilement. Alors j'ai mis un petit tableau récapitulatif ici. Sur vos docs, le tableau est plus complet. Ici, c'est vraiment un résumé. Mais j'ai essayé de distinguer en gros par taille d'échantillons. Alors ce que j'avais voulu exprimer, c'est que si vous avez des plastiques qui sont relativement gros, on va dire au-delà de l'échelle du millimètre, je vais pouvoir les manipuler directement. Donc avec une petite pince, je peux prendre mon microplastique, je peux le mettre sur un spectro infrarouge classique. Par contre, à partir du moment où je vais arriver sur des toutes petites particules, typiquement qui vont être en dessous de 500 microns, 100 microns, là, aller manipuler ça avec des pinces ou des pointes, c'est beaucoup plus compliqué. Donc en général, ici, on va avoir besoin, de travailler avec un microscope pour analyser du plus petit, et deux, on va travailler sur directement un support qui va nous permettre d'éviter de devoir transporter les plastiques. Alors, si je travaille avec des particules qui font au-delà de 10, à peu près 10-15 microns, je vais travailler plutôt en microscopie infrarouge. Technique très sensible, je vais être très rapide sur mon analyse. Par contre, si je m'intéresse à des microplastiques qui font moins de 10 microns, là j'arrive en dessous des limites de résolution de l'infrarouge, donc j'ai besoin de passer à une autre technique qui va être le Raman, qui lui a une meilleure résolution spatiale. Alors, l'avantage aussi de ces microscopies infrarouges et Raman, c'est que les deux peuvent être automatisés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir soit faire l'analyse de chaque particule manuellement, soit vous allez pouvoir vous déplacer automatiquement sur la totalité d'un échantillon.
Alors ça, c'est un petit organigramme sur l'étape de prélèvement jusqu'à l'analyse de l'échantillon. Alors la première étape, bon, c'est l'échantillonnage, c'est trouver son échantillon. Alors ça peut être aussi bien de l'eau en bouteille, ça peut être de l'eau du robinet, ça peut être du sable qu'on va prélever directement sur la plage pour étudier un petit peu ce qu'il y a dedans. Derrière, un pré-traitement, on va chercher quand même à éliminer tout ce qu'on ne souhaite pas analyser. Donc typiquement, il va y avoir plein de protéines qu'on va chercher à éliminer. Donc ça peut être des traitements à l'eau oxygénée, des traitements enzymatiques. Et puis l'étape d'après, qui va être très importante et qu'on va discuter dans les slides tout à l'heure, c'est la filtration. Alors pourquoi c'est important la filtration? Parce que du coup, quand on va commencer à travailler avec des microplastiques qui vont être très petits, de l'ordre de entre 10 et 100 microns, et très nombreux, je ne vais pas m'amuser à les manipuler manuellement. Donc je vais directement les analyser sur le filtre. Donc il va falloir choisir un filtre qui va être compatible avec l'infrarouge et avec le Raman. Alors une fois que j'ai filtré, je fais ma mesure, soit en infrarouge, soit en Raman si je veux descendre en dessous de 10 microns. Et derrière, je vais obtenir mon information, donc à savoir l'identification des plastiques, le comptage et les tailles. Alors j'ai mis une toute petite remarque en dessous parce que c'est l'expérience que j'ai au labo quand on essaye de filtrer des échantillons. Je me retrouve tout le temps avec des particules, des fibres de cellulose. Voilà, ça arrive super facilement. Donc dans les étapes de préparation, il faut être précautionneux quand on prépare ces échantillons, être bien dans un environnement inerte, entre guillemets. On va éviter au maximum les perturbations extérieures. Au labo, je n'ai pas forcément tout ce qu'il faut. Donc en général, quand je prépare un échantillon, sur mon échantillon, à la fin, il y a plus de cellulose qu'autre chose. Alors voilà des petites recommandations sur le choix des filtres qu'on va pouvoir prendre quand on va faire de l'analyse. Alors, première possibilité, c'est travailler avec des films qui vont être métallisés, donc avec un revêtement or par exemple. Alors ça va relativement bien marcher. En infrarouge, on va pouvoir travailler en réflexion. On ne va pas pouvoir faire de transmission. Je ne peux pas traverser évidemment un échantillon avec de l'or. Et ça va aussi fonctionner sur le Raman. Autre possibilité, c'est des filtres par exemple en argent. Alors eux, ils sont totalement en argent. Ce n'est pas juste une couche à la surface. Ils sont un peu moins résistants chimiquement. Donc ceux-là, moi, je ne les utilise pas trop. Par contre, ceux que j'utilise le plus souvent, c'est les deux d'en dessous. Donc Al2O3, c'est l'alumine. L'alumine, ça marche relativement bien. Petit inconvénient, c'est qu'on ne peut pas choisir la taille de pore. C'est du 0,2 micron en taille de pore. Donc du coup, la filtration peut être assez longue. Mais ça, c'est compatible avec l'infrarouge et avec le Raman. Celui que j'utilise le plus souvent, c'est le silicium. Donc les filtres en silicium, j'aime beaucoup parce qu'au final, alors déjà, je trouve que les images sont relativement belles. Ça donne en général de belles mosaïques au niveau de l'échantillon. On arrive très très bien à voir les différents microplastiques. Et c'est compatible avec l'infrarouge et avec le Raman. Alors il y a une signature du silicium qui va tomber sur le Raman, mais en général, c'est une signature qui est vraiment caractéristique et qu'on va réussir à distinguer des autres constituants qui sont présents sur le filtre. Donc vraiment, ce qu'on utilise le plus souvent, je dirais la première ligne, recouvert d'or, et les deux lignes suivantes. Alors je vais arriver maintenant sur des parties plutôt acquisition, voir un petit peu sur un microscope infrarouge et sur un microscope Raman, comment est-ce que je vais pouvoir faire mes analyses de microplastiques. Alors sur un microscope, j'ai trois principales possibilités pour faire mon analyse. Je peux faire, donc comme on l'a vu tout à l'heure, du point and shoot. Donc je visualise mon échantillon, je fais l'acquisition du spectre. C'est bien à partir du moment où j'ai pas beaucoup de particules. Si sur mon filtre il y a 50, 60, 70 particules, me déplacer 60, 70 fois sur la particule en question, ça va prendre du temps. Si j'ai beaucoup de particules, du coup, je vais plutôt automatiser l'action. Si j'automatise, je peux le faire de deux manières. Première manière, alors on va aller tout en dessous, c'est ce qu'on appelle l'imagerie. Alors l'imagerie, je vais regarder la totalité de mon filtre, tout. Donc les particules en rouge, et puis même ce qui est vide autour. Donc ça marche, mais du coup ça va prendre un certain temps pour cartographier la totalité d'un échantillon. L'autre possibilité, du coup, ça va être de s'intéresser uniquement aux particules. Donc là, avoir un système qui va permettre de détecter automatiquement les particules et de se placer sur chaque particule l'une après l'autre sans que l'opérateur ait besoin de faire quelque chose.
Alors j'ai mis quelques exemples ensuite pour chacune des techniques, hein, le ponctuel, l'imagerie et la détection. Alors là, c'est un exemple, alors c'est excrément de phoque. Bon, je passe l'étape de préparation qui a dû être super sympa. Ça a été fait aux États-Unis. Mais au final, donc étape de préparation, de traitement, on récupère des particules. Alors en l'occurrence, celle-là, elle est même relativement grosse, hein, elle fait 1 millimètre, donc on pourrait quasiment la passer directement sur un spectro, sans aller sur un microscope. Je fais mon spectre, et là j'identifie donc essentiellement un polyéthylène avec des additifs qui sont présents à l'intérieur. J'ai mis un autre exemple, cette fois-ci c'est plus petit, donc là c'est des microbilles. Donc typiquement les microbilles qui viennent des soins exfoliants, on va être entre 25 et 100 microns. Beaucoup plus petit, donc là 25-100 microns, une microbille, je ne vais pas m'amuser à la transporter. En plus c'est sphérique, donc en général je vais la rater, elle va partir n'importe où. Donc je vais faire l'analyse directement sur un microscope et sur un support compatible. Et là, donc dans l'exemple, alors c'était fait c'est sur un ATR, hein, on a mis un microscope équipé d'un ATR, et je vais faire mon analyse directement de ma particule et j'identifie un polyéthylène. Bon, là c'est encore cas relativement simple, j'ai qu'une petite particule, donc je peux me permettre de le faire manuellement. Maintenant, on va prendre la même chose, mais on va considérer qu'on en a beaucoup. J'ai beaucoup de particules. Donc là, c'est l'image de mon filtre, avec toutes les particules dessus. Bon, encore, je dis beaucoup, il n'y en a pas tant que ça. Première possibilité pour faire une analyse automatisée, je vais pouvoir donc faire de l'imagerie, visualiser la totalité de l'échantillon. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça marche très très bien. L'inconvénient pour le coup, c'est que, vous voyez ici, là, sur mon filtre par exemple, j'ai au moins 90 ou 95% de la surface qui est vide. C'est juste le filtre. Donc du coup, je vais avoir 90 ou 90%, 95% du temps d'acquisition qui va servir à rien en finalité. Mais je peux quand même travailler comme ça, donc faire une acquisition en imagerie. Derrière, je peux me mettre sur chaque particule, récupérer le spectre, faire une identification par recherche en bibliothèque, et puis je peux construire des cartes, comme on l'avait vu tout à l'heure sur le cas du multicouche, où je vais mettre le spectre du polyéthylène en référence, et sur ma carte, je vais voir en couleur les régions, les particules qui seront identifiées comme des polyéthylènes. Alors, ça marche. Pour ceux qui connaissent, il y a des logiciels également un petit peu que vous pouvez télécharger librement, comme Simple, qui vont permettre d'automatiser un petit peu ce type d'analyse. Ça va prendre quand même un certain temps au niveau de l'acquisition. Alors, l'autre possibilité, du coup, ce qu'on va voir derrière, c'est plutôt que de travailler sur la totalité du filtre, on va aller regarder que les particules. Alors ça, c'est une comparaison qu'on aime bien faire en général chez Thermo, c'est si je m'intéresse par exemple aux étoiles qui sont présentes dans le ciel, en général, je vais regarder que les étoiles, je ne vais pas regarder ce qu'il y a autour, parce que la quasi-totalité du ciel est vide. Bon, sur un filtre, on va se dire à peu près la même chose. Est-ce que je regarde tout mon filtre? Est-ce que je regarde que les particules? Donc là, ici, on va aller regarder que les particules. Et pour ça, il existe des systèmes en fait, sur lesquels vous allez avoir une détection automatique. Donc là, c'est votre filtre qui est à l'écran. Il va détecter tout seul par niveau de gris les particules qui sont présentes sur le filtre. Et derrière, donc, ça va permettre en fait d'automatiser directement les paramètres d'acquisition pour chaque particule. Il va analyser la particule sur la surface la plus grande, sans dépasser, sans aller à côté. Il prend tous les spectres tout seul et tous les backgrounds. Et derrière, il va faire les identifications, détermination de taille. Alors, j'ai dû mettre un exemple ensuite. Voilà, donc un petit peu le principe. Vous mettez un échantillon, là ici c'est mon filtre. Lui, ce qui va vous sortir à la fin, la seule chose que vous avez à faire, c'est prendre la mosaïque, définir les paramètres d'acquisition, et lui, il va vous sortir ce type de rapport avec, au final, des particules, un code couleur pour les identifier. Donc là, par exemple, j'ai en rose, c'est des protéines, en vert, du polyéthylène, le nombre de particules qu'il a trouvé dans l'échantillon. Et puis, on va même récupérer ici les tailles, la position de chaque particule et l'accord qui est obtenu par recherche en bibliothèque. Donc, voilà un peu les trois possibilités. Soit je fais du point par point, manuellement. Si je n'ai pas beaucoup de particules, c'est très bien. Par contre, à partir du moment où j'ai beaucoup de particules, là, je vais automatiser. Donc, soit je fais tout mon filtre, soit j'utilise un système de détection. Alors après, j'ai mis 2 slides où j'ai un petit peu listé des conseils ou des questions qui reviennent très très souvent au niveau du laboratoire d'appli. On
On me pose souvent la question des bibliothèques pour faire l'identification. Alors la plupart des systèmes que vous achetez, que vous soyez chez n'importe quel fournisseur, hein, ce n'est pas propre à Thermo, vous avez des bibliothèques commerciales qui arrivent avec les systèmes, qui vont vous permettre de faire de l'identification. Ça identifie très bien. En général, les bibliothèques, elles sont très riches, donc on va trouver la plupart des polymères. Maintenant, je conseille quand même en général, si possible, de construire ses propres bibliothèques, parce que les bibliothèques commerciales, elles ne sont pas forcément faites sur le même appareil que vous, dans les mêmes conditions, avec le même accessoire. L'idéal, c'est quand même de se faire ses propres bibliothèques. Ça va permettre donc d'enregistrer les spectres exactement dans les mêmes conditions. En plus de ça, on va pouvoir éventuellement passer plusieurs références. Par exemple, le polyéthylène. Au laboratoire, je rentre des polyéthylènes haute densité, basse densité, avec des additifs colorés, etc. Je vais pouvoir un petit peu englober tout ça. Et puis, donc pareil, pour améliorer un petit peu les identifications, donc éventuellement, il y a des corrections qui peuvent être utiles sur les spectres. Alors en général, en infrarouge, on n'est pas toujours très fan des corrections, donc attention quand même à ce qu'on fait. Voilà. Moi, par exemple, je déteste tout ce qui est lissage des données. Ici, c'est vraiment des corrections qui peuvent être utiles. Alors par exemple, quand on travaille en réflexion, certaines fois, on peut obtenir des specs qui ressemblent à ça, vous voyez, avec des bandes qui sont complètement déformées, qui partent vers le haut et vers le bas. Bon, là, évidemment, pour améliorer l'identification, je vais faire une correction. La correction s'appelle Kramers-Kronig. Donc voilà, ça permet de reconstruire un spectre, cette fois-ci, avec des bandes qui ressemblent plus à un vrai spectre. L'autre type de correction que je fais quasiment tout le temps sur mes analyses de microplastiques, c'est la suppression atmosphérique. Dans l'atmosphère, vous avez évidemment du CO2 et vous avez de l'eau. Ça sort super bien en infrarouge, malheureusement. Donc du coup, une petite suppression atmosphérique, ça va permettre de s'affranchir de ce qu'il pourrait y avoir éventuellement sur les spectres et donc améliorer l'identification. Voilà, d'autres petites questions. En infrarouge, est-ce qu'il est préférable de travailler en transmission, donc traverser l'échantillon, ou en réflexion? Alors, dans la mesure du possible, l'idéal, c'est la transmission. Ça va donner les specs les plus jolis, et la quasi-totalité des bibliothèques commerciales, elles sont faites en transmission. Quand ce n'est pas le cas, ils le précisent dans le titre, en général. Donc, plutôt transmission, mais on va être limité en termes d'épaisseur d'échantillon. À partir du moment où les échantillons sont trop épais, quand on va aller au-delà de 100-150 microns, on va commencer à avoir des bandes qui vont être saturées. À ce moment-là, si c'est trop épais, je vais plutôt passer à de la réflexion. Alors, où acquérir le background, c'est-à-dire le signal de référence sur l'infrarouge? Bon, moi, le background, en général, toujours sur le filtre. Quel est l'accord minimal à partir duquel l'utilisateur est certain de l'identification? Alors ça, c'est une super bonne question. C'est pas simple de répondre à ça parce que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des algorithmes qu'on utilise pour faire la recherche. Ça dépend des bibliothèques qu'on utilise également, et des techniques d'échantillonnage. Donc souvent, on va lire par-ci par-là, je dois obtenir plus de 90%, je dois obtenir plus de 80%. C'est pas si simple que ça de répondre à cette question. Ça dépend, c'est presque au cas par cas, j'ai envie de dire. Bon, souvent, en utilisant des algorithmes conventionnels, on va se dire qu'aux alentours de 70%, on est plutôt bien satisfait. Après, on peut justifier en dessous. Si on passe un échantillon, on sait que c'est un polyéthylène, il nous sort du polyéthylène à 60%, on peut justifier un accord un petit peu plus bas. Et en infrarouge, alors au-delà des plastiques, qu'est-ce qu'on va retrouver quand on fait l'analyse sur des filtres? Bon, évidemment, les microplastiques. Je l'ai dit tout à l'heure, la cellulose, ça va ressortir très souvent. Et puis les protéines. Alors, même si on fait des traitements sur les échantillons, on va quand même ressortir beaucoup de protéines. Alors la dernière partie, cette fois-ci, on va passer au Raman. On va voir à peu près la même chose que ce qu'on vient de voir en infrarouge. Donc le Raman, ce qu'on avait dit, c'est je vais passer plutôt au Raman quand je vais avoir besoin d'analyser des particules qui vont faire moins de 10 microns. Mode d'acquisition, pareil, comme en infrarouge, soit du point par point, soit de la détection automatique, soit de l'imagerie. Alors j'avais mis là un exemple juste à côté c'est un filtre silicium avec des particules. C'est pour ça que je vous disais que j'aimais aussi beaucoup le silicium, parce que je trouve qu'en général, ça donne de belles images quand on fait les acquisitions. Alors, c'est un premier exemple, là, ici, en imagerie. Donc, les échantillons ont été prélevés, c'était sur une plage en Italie, donc du sable qu'on récupère, et on veut aller regarder les microplastiques qui sont présents dans le sable. Donc, première étape, traitement.
je vais déjà chercher à éliminer tout mon sable. Donc ça se fait par dispersion. Donc c'est dans une solution saline. C'était NaI, je crois. Ouais, iodure de sodium. Concentré. Je vais séparer mes plastiques de mes sédiments. Ensuite, je vais appliquer différents types de traitements, oxygénés, etc., pour éliminer un petit peu tout ce qui est organique. Je filtre mon échantillon. Alors là, cette fois-ci, ce n'est pas un silicium, c'est de l'alumine. Et je mets sous le microscope. Alors, en ramant, l'imagerie va avoir une limite quand même, parce qu'on expliquait tout à l'heure en infrarouge que l'imagerie, ça va être plus long, parce que je vais faire la totalité du filtre. Étant donné qu'en ramant, on va chercher à atteindre des résolutions de l'ordre du micron, travailler sur la totalité d'un filtre, ça va donner des temps d'acquisition et des quantités de données qui sont en général monstrueuses. Donc si on travaille en imagerie, généralement, on va plutôt se focaliser uniquement sur certaines régions d'un filtre. On ne va pas faire la totalité. Ou alors on y passe plusieurs jours. Alors j'ai mis quelques particules qui avaient été identifiées. Voilà, bon, par exemple, dans ce cas-là, ils avaient trouvé du PET, polyéthylène terephthalate. On localise la particule directement dessus. On va retrouver taille, nombre de particules qui sont présentes au total dans les zones analysées. Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Du polypro, etc. Voilà. Là, sur la plage, vous prélevez un échantillon, vous allez retrouver un petit peu tout et n'importe quoi dedans. Autre possibilité, si je ne vais pas faire de l'imagerie, comme on l'a vu tout à l'heure en infrarouge, il existe aussi des systèmes en ramant où vous allez avoir la détection automatique des particules. Donc il va aller uniquement faire l'analyse de ces particules, acquérir le spectre, faire l'identification par recherche en bibliothèque, et on obtient exactement le même type de rapport qu'on avait en infrarouge. Donc je peux faire un petit peu la même chose sur les deux techniques. Et l'avantage d'ailleurs, c'est qu'en travaillant avec ces filtres en alumine ou en silicium, ils sont compatibles à la fois en infrarouge et en ramant. Donc je peux même envisager faire une première analyse en infrarouge pour aller faire uniquement tout ce qui fait plus de 10 microns. Je peux récupérer mon filtre, l'envoyer vers le ramant, et là je vais faire exactement les mêmes analyses, mais pour tout ce qui est inférieur à 10 microns. J'ai mis la même slide qu'on avait tout à l'heure en infrarouge sur les questions communes. Choix du laser en ramant. Alors, ça dépend essentiellement de ce qu'on a vu tout à l'heure, la fluorescence qu'on va avoir sur les spectres. J'ai tendance à travailler en général avec un laser à 532 nanomètres, donc c'est un vert, c'est le plus commun. Cependant, si vous avez beaucoup de particules qui sont colorées, vous avez de forts risques de fluorescence, donc à ce moment-là, on va avoir tendance à changer le laser et à passer plutôt à du 785. Uniquement s'il y a de la fluorescence. Quelle puissance appliquer au niveau du laser? Ça, c'est vrai que c'est un truc sur lequel il faut faire attention en ramant, parce que si on envoie vraiment trop de puissance sur certains échantillons, on va pouvoir les dégrader. Les plastiques, en général, ça supporte très très bien. On va pouvoir envoyer la puissance qu'on veut sur l'échantillon. On va faire un petit peu plus attention si on veut s'intéresser à ce qui est autour des plastiques. En général, on ne va pas retrouver que du plastique. Donc là, moi, je travaille très généralement à puissance moyenne. Donc si mon système me délivre 30 milliwatts sur l'échantillon, je vais avoir tendance à me mettre à la moitié à peu près pour être sûr de limiter au maximum les risques de dégrader un échantillon. Bon, les questions de l'accord minimal, c'est exactement la même chose qu'en infrarouge. Ça dépend aussi des bibliothèques que vous avez. Faire même encore plus attention en ramant, parce qu'en général, les spectres ramants ont un peu plus de bruit qu'un spectre infrarouge. Donc du coup, ça peut aussi jouer sur l'accord qu'on va obtenir. Et un autre avantage du ramant, au niveau de cette analyse, au-delà du fait qu'on va aller chercher de tout petits morceaux de plastique à l'échelle du micron, on va aussi pouvoir aller identifier d'autres choses, et en particulier tout ce qui est minéraux. Les minéraux, ça s'identifie très bien en ramant, beaucoup mieux qu'en infrarouge. Alors ça dépend des minéraux. Par exemple, si c'est des carbonates, les carbonates sortent très bien en infrarouge, on n'a pas de souci. Mais de manière générale, le ramant est reconnu pour analyser plus efficacement les minéraux. Alors du coup, j'arrive à la fin. En bilan là, de cette présentation, donc, je vous ai montré un petit peu que infrarouge et ramant, c'est des techniques qui vont permettre d'analyser efficacement les microplastiques. Si je n'ai que de grosses particules, je vais pouvoir aller les analyser manuellement sur un spectro. À partir du moment où ce sont de petites particules, microscope obligatoire. Dans ce cas, je vais devoir faire attention au choix du filtre qui va être utilisé, qui doit être compatible dans l'infrarouge ou dans le ramant, donc avoir une signature spectrale la plus faible possible ou la plus différente des polymères.
Donc typiquement, silicium, alumine, très bien. Faire attention aux pollutions externes quand on prépare l'échantillon. Et puis, donc, pour tout ce qui va être supérieur à 10 microns, très bien en infrarouge, ça va être très rapide. Si j'ai besoin de descendre en dessous de 10 microns, plutôt en ramant. Ça va être un peu plus long, mais j'aurai une meilleure résolution. Au niveau de l'analyse, comme je le disais, si je n'ai que quelques particules du point par point, du ponctuel, si j'ai beaucoup de particules, j'automatise. Et donc, soit je fais de l'imagerie, ça va être assez long, soit je fais de la détection automatique par niveau de gris. Et je pense que j'ai terminé. Donc du coup, si vous avez des questions, je pense qu'on est large. On est large. Donc du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, moi après, je passerai un petit peu dans les rangs si vous voulez qu'on parle en direct. Je vais remettre mon masque. Ouais, je veux bien que vous alliez. Je voulais juste savoir si vous alliez partager votre présentation, parce qu'on fait partie d'un labo et nous, on vient un peu pour tout le monde et ça serait peut-être intéressant pour certains collègues de revoir un peu cette présentation à distance. Alors, c'était pas prévu. Ok. Elle est enregistrée pour le coup. Donc, ok. du coup, vous allez pouvoir, sur le site de Forum Labo, elle pourra être récupérée. Ok, ça marche. Les slides en elles-mêmes, j'ai pas prévu de les partager. Non, mais si déjà c'est enregistré. Elle est enregistrée. Ok, ça marche, super. Voilà. Ça peut intéresser d'autres personnes, c'est pour ça. Bonjour, merci déjà. Une bonne présentation. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre retour d'expérience sur un protocole qui sera adapté à des analyses de microplastiques sur de l'eau potable, de l'eau du robinet, sur le type de préparation, de filtre, de matériel à mettre en place? On va être essentiellement sur ce qu'on avait. On va être essentiellement sur ce que je montrais tout à l'heure, là, comme quand on va être sur de la préparation de l'eau, un peu plus de préparation que quand on va être dans de l'eau en bouteille, mais en finalité, le choix du filtre, ça va être la même chose. Plutôt du silicium ou plutôt de l'alumine. Alors, ça dépend derrière ce qu'on veut chercher. Si on veut aller plutôt sur des particules inférieures à 10 microns, donc plutôt sur le raman. Mais en termes de préparation, ça va être ce type de filtre, oxygéné, voilà, ça quasiment à chaque fois. Bien travailler en atmosphère inerte, éviter au maximum les pollutions extérieures. Et alors, typiquement, sur ce genre de manip, nous, ce qu'on fait au laboratoire en général, c'est qu'on fait un blanc. C'est-à-dire, on fait une filtration sur de l'eau distillée, enfin, bien pure, ultra pure. On va faire une filtration dessus, on va analyser le filtre, parce que malgré ça, on va récupérer plein de particules dessus. Donc, si vous voulez, ça permet un petit peu de retrancher ce qu'on va récupérer derrière sur l'échantillon d'eau. Et ça va servir un peu de référence, si vous voulez. Mais ouais, je dirais oxygéné, quasiment sûr. Après, le reste, pour le coup, j'ai beaucoup analysé de l'eau en bouteille. Donc, je n'ai pas plus d'expérience que ça sur l'eau du robinet. Je pense qu'il y a encore plus de... Pour le coup, il y a du monde, je pense, dedans. Et des petites particules. Je pense que, ouais, je le ferais peut-être plutôt en ramant, là, pour le coup, pour aller chercher des petites particules. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que c'est envisageable de faire des mesures directement sur le terrain, notamment dans la mer? Est-ce que ça se fait ou est-ce que des mesures peuvent être faites directement en milieu, par exemple, maritime, dans la mer, où il faut le traitement? Alors, c'est une bonne question. C'est un peu le fantasme. Je vais directement avec une sonde, quelque chose comme ça, je fais mon analyse en direct. Ça ne va pas être possible parce que du coup, on va quand même aller analyser des choses qui vont faire de l'ordre de la dizaine de microns ou moins. Donc, dans l'échantillon tel quel, dans de l'eau, on ne va pas pouvoir être capable de stabiliser l'échantillon. Donc, les particules, on ne va pas réussir à aller directement se focaliser dessus pour les analyser. L'autre problème, c'est que l'eau, en infrarouge, c'est un peu notre ennemi. L'eau, ça absorbe énormément l'infrarouge. Donc, dès que vous avez un échantillon qui contient un tout petit peu d'eau, vous êtes sûr que vous le sortez sur le spectre. Donc là, si vous passez disons, si on était capable d'analyser directement ces plastiques dans l'eau, vous prenez un spectre, vous verrez que l'eau. Donc là, on est obligé de filtrer, on est obligé d'extraire. On n'a pas le choix. Dommage.
Bonjour. J'avais une question pour des matrices complexes, comme on peut avoir un cosmétique par exemple. Dans la même matrice, on peut avoir plusieurs polymères. Certains qui vont être à l'état liquide et donc ne seront pas dans le scope des microplastiques, et certains qui vont être à l'état solide, donc dans le scope des microplastiques. Lorsqu'on fait l'étape de filtration, on peut toujours avoir des restes de matrice cosmétique, des polymères qui sont à l'état liquide, qui restent dans le filtrat. Et sauf que ce polymère-là, il va être identifié en microscopie couplée avec Raman ou IRTF comme étant un polymère. Et donc, il va faire partie de ce qui a été identifié. Et donc, on va dire, oui, on est dans le scope des microplastiques. Sauf qu'à la base, on ne l'était pas. Comment est-ce qu'on fait pour enlever toute cette fausse identification des faux microplastiques qui, à la base, n'étaient pas dans le scope? Oui, alors c'est une bonne question. Alors du coup, quand on travaille sur des systèmes comme ça qui vont être en détection automatique, étant donné qu'il va faire de la détection visible directement, normalement, il va se focaliser essentiellement sur le plastique en lui-même. Les zones sur lesquelles il n'y aura pas de microplastique, on va pouvoir les exclure dans l'acquisition. Si je fais de l'imagerie, par contre, et que je fais la totalité du filtre, là, pour le coup, c'est sûr que je vais les sortir. S'en affranchir, honnêtement, ça me paraît compliqué. J'ai pas d'idée comme ça. D'accord, mais ok, du coup, ça c'est la limite déjà de la technique en soi, Oui. parce qu'on a une mauvaise identification. Et juste, je vais faire une remarque par rapport à ce que vous dites, c'est que même sur la particule, au final, Oui, je suis d'accord. En dessous, il peut y en avoir. On est d'accord. Exactement. Ouais. Donc au final, Alors, sur la particule, on peut identifier les deux polymères, mais en soi, ce qui est à l'état particulier, ce n'est qu'un des deux polymères. Alors, si vraiment c'est uniquement un type de polymère qui va se mettre entre la particule et le filtre, en faisant un background directement sur le filtre, on est censé limiter, en supposant que c'est plutôt homogène en distribution. Mais potentiellement, on peut limiter ça. Après, on a d'autres possibilités. Quand on fait les acquisitions en automatique, on va pouvoir éventuellement aller soustraire automatiquement un signal. Alors, je suis d'accord, ça peut être problématique si, par exemple, la pollution que vous avez sur le filtre, c'est du polyéthylène et que la particule que vous allez chercher à identifier, c'est un polyéthylène. Parce que là, du coup, il ne va pas savoir quoi faire. Donc là, clairement, je suis d'accord, ça va être la limite qu'on va avoir sur ce type d'échantillon. Où on va être obligé, pour le coup, éventuellement, de faire ça en 2 étapes. Par exemple, vous voyez, une première filtration et derrière, une seconde filtration où je reverse uniquement mes petites particules qui ont été récupérées en espérant que je vais limiter de plus en plus ce que je vais récupérer. Le faire un petit peu en cascade, si vous voulez. Par exemple, travailler avec des pores plus gros au départ pour quoique, non. Moi, je pense qu'on peut essayer de le faire en cascade en plusieurs fois. Je pense qu'on peut limiter un peu la signature qu'il y a sur le filtre. C'est pas idéal, je suis d'accord, mais c'est pas simple. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai 2 petites questions. J'avoue que je connais rien le sujet. La première, c'est pouvez-vous nous donner le temps moyen pour une analyse de l'image IR et Raman pour un filtre classique? Alors, sur l'infrarouge, encore une fois, ça va dépendre du nombre de particules qu'on va avoir dessus. Disons qu'en infrarouge, on va être à l'échelle de tout au plus, je dirais quelques heures. Au maximum. D'accord. Sur le Raman, si vraiment j'ai beaucoup de particules et petites, je vais avoir des temps d'acquisition un peu plus importants. Je vais être, là pour le coup, c'est sûr et certain, sur quelques heures. Alors si je vais vraiment à l'extrême, je pourrais même aller à la journée. Bon là, ça fait peut-être un peu beaucoup. Pour une analyse, on est d'accord. Pour un filtre complet. Pour un filtre, oui, c'est ça. Oui. Sur une particule, en infrarouge, on va être à l'échelle de la seconde sur le temps d'acquisition. Voilà. Ouais, bien sûr. Sur une surface. En Raman, un petit peu plus long en général. D'accord. Pas 1 heure non plus, mais les échelles de temps, voilà, je dirais aux alentours de l'heure sur l'infrarouge, plusieurs heures sur le Raman. D'accord. J'ai une deuxième question. En fait, là, par contre, je connais très très peu sur Raman, mais on m'a dit que souvent sur Raman, on a une difficulté au niveau de l'intensité. Donc, c'est un peu moins sensible que l'infrarouge. C'est vrai. Ouais. Et si vous travaillez sur une petite taille de particules, est-ce que vous avez des difficultés de sensibilité? Alors, au final, en Raman,
ce qui va déterminer la surface qu'on analyse, en fait, c'est la taille du laser. Donc, Bien sûr, ouais. que vous mettiez un échantillon qui fait 2 microns ou qui fait 100 microns, en réalité, on va récupérer des signaux qui vont être similaires. Là où je suis d'accord, par contre, c'est que le Raman est beaucoup moins sensible que l'infrarouge. Ce que je vous avais montré tout à l'heure, en Raman, c'est un photon sur 1 million qui donne l'effet Raman. Donc c'est pour ça qu'en général, on travaille avec des lasers à haute puissance, parce qu'on a besoin d'envoyer de la puissance sur l'échantillon pour compenser cette efficacité. C'est aussi pour ça que si je n'analyse que des particules qui font plus de 10 microns, autant aller sur l'infrarouge qui va être beaucoup plus rapide. Mais oui, en effet, si ça fait moins de 10 microns, Raman, mais je vais avoir un rapport signal sur bruit qui va être moins bon que l'infrarouge. C'est pour ça que le temps est plus long. Ah, je ne vous entends pas. Du coup, on est obligé d'augmenter le temps d'acquisition pour gagner le rapport signal. Exactement. Oui. D'accord. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous expliquais que quand vous m'avez demandé les échelles de temps, je vous ai dit l'heure à plusieurs heures, voire la journée en Raman. Oui. C'est la conséquence. Parce qu'en D'accord. réalité, il va y avoir le même nombre de particules sur le filtre. Oui. Donc si j'ai 2000 particules, j'ai 2000 spectres à prendre. La différence de temps, elle est due à cette efficacité Raman par rapport à l'infrarouge. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Oui, merci pour la présentation. J'avais une question sur les le logiciel qui permet d'analyser les particules, enfin de reconnaître les particules pour les analyser, et le logiciel qui permet de reconstruire une image en mettant des couleurs. Ça fait partie d'Omnic, tout ça ou non, c'est autre chose. Si, alors c'est... je dois faire attention à ce que je dis, je n'ai pas le droit de faire trop commercial. Pour le coup, c'est des choses qui sont présentes sur le logiciel. Donc là, vous connaissez Omnic du coup? Ouais. C'est une partie qui s'appelle Picta. Donc c'est le logiciel qui travaille qui permet directement de piloter un microscope. C'est Omnic optimisé sur l'imagerie, c'est la même chose. Et oui, tout ce que je vous ai montré, c'était directement sur le logiciel. Après, comme je l'expliquais, il y a des logiciels libres qui existent sur Internet, qui s'appellent par exemple Simple, qui vont permettre de faire aussi ce genre de choses. Donc une image qu'on va enregistrer sur le spectro, qu'on va envoyer sur un logiciel extérieur. Mais oui, c'est sur Picta. C'est bon? Du coup, si c'est bon pour vous, je vais rester encore un petit peu ici. Donc si jamais vous voulez discuter, me poser une ou deux questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, bonne journée, bonne continuation à vous. À bientôt, au revoir.